Si votre voisin crache sur le palier, que votre prof vous invite à sa fête d'anniversaire, ou encore que l'agent immobilier hurle parce que vous n'avez pas enlevé vos chaussures avant d'entrer, c'est que oui, vous vivez un choc culturel. Et si vous voulez comprendre pourquoi, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Emeline Godichaud et je vous souhaite la bienvenue sur Cross Culturel. Pourquoi collaborer avec les Chinois nous semble-t-il si compliqué ? C'est à cette question que Renaud de Spence a accepté de répondre au micro de Cross Culturel. Aujourd'hui, Renaud est une référence pour les entreprises françaises qui souhaitent s'implanter en Chine sereinement. Vous allez le voir, notre échange dure 1 heure. On retrace tout d'abord son parcours. On parle aussi de son livre, Le chinois tel qu'on le parle, aux éditions Armand Collin. Et puis ensuite, Renaud nous expliquera comment collaborer avec les Chinois et surtout, comment gérer un conflit, par exemple avec un fournisseur chinois. Vous allez le voir, il a plein d'anecdotes pour expliquer les différences culturelles. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cet épisode. Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast, Renaud, aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on en avait parlé de ce podcast ensemble. Bienvenue sur Cross Culturel. Je suis très honoré de participer à cette formidable aventure que tu as commencée depuis déjà quelques temps et que je suis avec intérêt. Merci beaucoup, Renaud, ça me fait plaisir. Pour commencer cet épisode, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire peut-être ton nom, ton prénom, et puis ta carrière, nous expliquer un petit peu les 1001 vies que tu as eues jusqu'à présent? Bon, les auditeurs sont là jusqu'à demain. C'est ça, je vous ai prévenu. Non, bon, on va faire à court. Donc, je m'appelle Renaud de Spence. J'ai été depuis très longtemps passionnément intéressé par les expressions un petit peu exotiques du langage humain. Donc, au début, vers 12-13 ans, je me suis passionné pour les hiéroglyphes égyptiens. Et quand je suis arrivé en première ou en terminale, il fallait choisir une option pour le bac. Et dans mon lycée, c'était relativement rare à l'époque, il y avait un prof de chinois. Donc j'ai commencé le chinois comme ça. Et quand j'étais diplômé de Sciences Po, j'ai voulu à un moment essayer de travailler dans la diplomatie. Et pour travailler dans la diplomatie, à l'époque, un peu comme encore aujourd'hui, il valait mieux essayer de passer un concours qui s'appelle le concours de cadre d'Orient, dans lequel on a une langue orientale, on va dire, qui est obligatoire, on prend un peu celle qu'on veut, mais qui fait partie du critère de sélection pour pouvoir donc accéder à ces carrières-là. Je me suis dit, allez hop, je vais partir en Chine. Ouais, je veux apprendre le chinois en Chine. C'était en quelle année, tu te souviens? C'était dans les années 80-90. Il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. La plupart des étrangers, c'est des Coréens, d'ailleurs. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'Occidentaux, on va dire. Il y avait beaucoup d'étudiants chinois qui restaient sur le campus pendant l'été. Et donc, il y avait des jeunes Chinois qui étaient nos exacts alter ego. Donc on avait des cours tous les matins, peut-être 4 heures de chinois, au moins, et en réalité, on faisait facilement 10 heures de chinois par jour. Donc tu imagines le progrès que j'ai fait, et donc en faisant 10 heures de chinois par jour, on est très vite récompensé par ça. On passe aussi par toutes ces difficultés que tu as aussi rencontrées, qui sont, on n'est pas compris, on arrive à des moments où on commande au restaurant, il n'y a que des choses qu'on n'a rien compris du menu, on n'a que des choses des pâtes de poulet, machin, on ne sait pas comment les manger. Bon, donc il y a des moments, et on va reparler d'énormes solitudes, où on se dit, qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je ne suis pas comme tous mes copains à la plage quelque part en France, hein. Mais ces moments-là, en général, au moins une fois par jour, sont repayés par des instants de grâce où on se dit finalement c'est extraordinaire, que j'ai survécu à tout ça, et deux, finalement en plus j'ai des compliments ou je comprends quelque chose que je n'étais pas censé comprendre au début. Donc voilà, ça c'était une introduction un peu longue, mais pour t'expliquer en fait comment je suis tombé amoureux de la langue chinoise. Et quand je suis rentré en France, j'ai su que l'important n'était pas d'apprendre le chinois pour passer les concours, pour être diplomate. Et ce que je voulais, c'était de continuer à faire du chinois.
À partir de ce moment-là, la plupart de mes expériences professionnelles ont été en lien avec le chinois. Et j'ai été diplomate aussi, et j'ai arrêté d'être diplomate pour continuer à être en Chine et apprendre le chinois. Tu n'en as pas encore parlé, donc je vais faire la petite transition vers ton livre. Parce que tu as publié un livre qui s'appelle « Le chinois tel qu'on le parle ». Ce livre-là, il entre tout à fait dans la présentation que je viens de faire. C'est le produit d'un double choc. Alors, le premier choc que je viens d'écrire, que tu as vécu aussi, qui est hop, je comprends rien, je suis face à une culture et une langue très différentes, comment est-ce que je fais pour l'apprendre? Et le deuxième choc, c'est qu'il y a au moins 2 langues chinoises. Il y a une langue pédagogique, c'est-à-dire celle qu'on apprend dans un cursus. Tous les mots de cette langue sont justes, et si on les dit en Chine, on va nous comprendre. Il n'empêche qu'on va moins bien nous comprendre. Et donc, un professeur de langue enseigne une langue un peu idéale. Et donc, quand on arrive en Chine, déjà quelquefois on ne comprend rien. Et le drame est que les gens qui s'en rendent compte, ce n'est pas des profs. Ils ne vont pas écrire des livres sur leur expérience. Et oui, finalement, il y a peut-être quelque chose à écrire. Non pas un manuel de langue, voilà, comme si j'étais professeur de chinois en apprenant le b.a.-ba, mais comment la langue est vraiment parlée. Donc, mettre dans des situations, y compris celles qu'on ne va pas apprendre, qu'à un moment on s'est demandé comment est-ce qu'on dit que son patron est un gros con, par exemple. oui, parce que il y a un passage aussi, comment est-ce qu'on se chamaille entre amoureux? Comment est-ce qu'on peut dire que t'es stupide, mais sans vexer l'autre, voilà. Tu m'avais partagé une expérience que tu avais vécue où justement, en fait, comme souvent les chamailles d'amoureux, c'est entre amoureux, donc c'est par exemple avec une femme. Donc tu vas utiliser le vocabulaire, peut-être un vocabulaire considéré par les Chinois comme plutôt féminin, alors que peut-être les hommes auraient un autre vocabulaire. Ça y est, toute ma vie privée se fait dévoiler par Amine Gaudier-Chaud aujourd'hui. Non, mais effectivement, moi, ça a pu m'arriver, alors je ne vais pas donner les détails, hein, oui. Mais il a pu m'arriver, pourquoi, je ne sais pas, mais de m'engueuler, ou je ne sais pas m'engueuler, d'avoir des disputes. Voilà. J'ai tellement bon caractère, je me demande comment c'est possible, mais bon, je ne sais pas. Il a pu m'arriver, ou je crois me souvenir, qu'il me soit arrivé parfois de me disputer avec des personnes, avec des femmes. Et voilà, il y a un désagrément entre 2 personnes qui se connaissent bien, 2 sexes opposés. Et donc, là, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour quelqu'un comme nous, justement, qui veut faire l'effort de parler dans la langue de l'autre. Quand on parle la langue de l'autre, on se met en danger. On peut commettre des impairs. Et moi, par exemple, dans l'histoire que tu viens de raconter, je parlais en chinois avec des mots que j'avais évidemment entendus ailleurs, des mots de femmes. J'avais déjà entendu des femmes qui n'étaient pas contentes de quelque chose que j'avais fait, enfin de femmes qui se mettaient en colère, voilà. Bon, et donc, quand je réutilisais les mots que j'avais entendus, parce qu'effectivement, ce n'étaient pas des mots que j'avais vus dans un livre. Hein. Malheureusement, avant mon livre, il n'y en avait pas. Voilà, achetez mon livre si vous voulez, pas de problème. Et donc, ça m'est arrivé une fois de me faire complètement casser en disant « Mais t'es un homme ou pas? Pourquoi est-ce que tu parles avec des mots de femme ?» En fait, bon, là, je censure un petit peu, le discours était encore plus cru. Hein. Alors moi, je tombais des nues. Je dis « Mais c'est pas comme ça qu'on dit ?» « Ah bah non, ça, c'est juste les homosexuels et les femmes qui parlent comme ça. » Je dis, oui, désolé, mais moi, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Je ne me suis pas engueulé avec un homme, donc je reprends. Mais c'est hyper intéressant. Et donc, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on commet souvent on prend souvent des risques, parce qu'aussi, je connais plein d'amis qui, dans les mêmes circonstances, parlent en anglais. Et ils parlent en anglais parce qu'ils ne sont pas assez bons en langue, souvent. Et finalement, ils ont moins de problèmes que nous. Parce que chaque mot de ta langue maternelle a une coloration précise. Et ce n'était pas dans mon esprit français à moi de m'imaginer
que les hommes et les femmes allaient avoir un vocabulaire différent. Alors que oui, on donne des signaux sur notre appartenance sociale et aussi sur notre sexe. Ouais. Et si on ne veut pas déstabiliser la personne en face, on est un peu obligé aussi de continuer à émettre des signaux. On va, par exemple, si je me mets à me parler comme une femme, là maintenant, je ne vais pas le faire, bon, ça va être dans la caricature, etc., mais ça va te perturber parce que tu vas voir en face de toi un homme, pourquoi est-ce qu'il se met à parler comme une femme? Donc ça va créer une petite friction qui va être d'autant plus étincelle, on va dire, de conflit lorsque tu es déjà dans un conflit. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Est-ce que voilà. Après, j'ai la sensation que dans la langue française, en tout cas, il y a moins cette nuance d'un langage plutôt féminin ou masculin. J'imagine qu'il y en a aussi, mais c'est peut-être moins marqué qu'en chinois. C'est moins Qu'est-ce marqué. Que tu en penses? Il y a aussi, et ça se voit pas mal, je trouve, dans les jeunes générations. Mais c'est moins marqué. D'accord. En revanche, par exemple, dans le langage anglo-saxon, là, c'est le ton. Hein, quand vous entendez des femmes qui disent « Ah, it's awesome !» Et là on sent beaucoup plus cette différence homme-femme, au moins dans le ton, pas forcément dans le vocabulaire des personnes anglo-saxonnes. Mais tu as raison, nous, les Français, on y est moins sensibles, sans doute parce qu'il y a moins de différences. Écoute, on a fait un bon teasing de ton livre, je pense, Renaud. Merci beaucoup, Émilie. Donc, n'hésitez pas à aller le découvrir. Pour en revenir sur le sujet du travail avec les Chinois, d'après toi, pourquoi est-ce que, du point de vue français, travailler avec les Chinois nous semble, de manière générale, si compliqué? Alors d'abord, je pense qu'il faut dire une chose, c'est que travailler avec des gens, c'est toujours très compliqué. C'est-à-dire qu'on se retrouve jeté dans des organisations avec des gens qu'on n'a pas choisis. Alors déjà, l'amour, l'amitié, c'est difficile, mais on choisit les gens quand même. Hein. La famille, ça peut être difficile aussi, mais même si on n'a pas choisi la famille, on a une culture. On sait comment on peut communiquer normalement ou ne pas communiquer. Donc le travail, disons-le déjà d'abord, c'est difficile de travailler avec des gens. Parce qu'on est mis à côté de personnes qui n'ont pas la même éducation que nous, qui n'ont pas les mêmes intérêts. C'est compliqué aussi dans une société parce que les intérêts, on ne les voit pas toujours. Bon. Donc déjà, c'est compliqué, même entre Français. Alors, travailler avec des Chinois, on a toutes ces difficultés-là, auxquelles il faut rajouter la difficulté qui est qu'en Chine, il y a des anxiétés sociales qui sont différentes que les nôtres, donc il y a des intérêts qui nous sont complètement étrangers. Donc on peut ne pas du tout comprendre pourquoi un interlocuteur, donc en plus qu'on n'a pas choisi, c'est pas notre ami, hein, pourquoi un interlocuteur, dans une situation donnée, va nous donner tel message. Comment décrypter le message? On le décrypte au premier ou au deuxième degré, et surtout, quelquefois, même si on est capable de comprendre qu'il y a un deuxième degré, on ne comprend pas l'intérêt du deuxième degré. Si on n'est pas dans ces luttes de pouvoir, on ne comprend pas que voilà, celui-là il est plus important que l'autre, ou celui-là il veut montrer ceci, alors qu'avec nos prismes culturels français, on ne les voit pas. Donc voilà, la difficulté de collaborer avec les Chinois, c'est la difficulté qu'on a avec tout le monde, aggravée du fait qu'on ne comprend pas forcément les intérêts de l'autre et on ne sait pas comment les exprimer et gérer les conflits ou les désagréments. Est-ce que tu dirais que les Chinois entretiennent un rapport à leur travail qui est complètement différent du rapport que les Français entretiennent au travail? Peut-être pas complètement, parce qu'il y a quand même des points communs, autrement on ne travaillerait pas ensemble, mais essentiellement différent, peut-être. Parce que justement, en gros quand même, le travail, malgré tout ce qu'on veut essayer de nous faire croire, c'est de l'occupation. C'est-à-dire que depuis la révolution néolithique, on n'a plus besoin de travailler pour manger. Enfin, 10% des gens travaillent de temps en temps, ils plantent des trucs pour que les autres mangent. Hein. Mais le travail, c'est vraiment une occupation sociale, avant tout. Et donc, qui dit occupation sociale, dit effectivement une réponse à une société donnée. Et donc la société chinoise, elle a des tensions, elle a des anxiétés qui sont en partie semblables aux nôtres, mais même quand elles sont semblables, elles ne sont pas identiques. Et donc... oui, il y a un rapport au travail qui peut être très différent, qui, comme chez nous aussi, a également des lignes de fracture en Chine. Et ce n'est pas exactement les mêmes lignes de fracture que les nôtres. Et en tout cas, ça ne s'exprime pas forcément de la même manière. Disons qu'en Chine,
il y a la question du matérialisme, la matérialité de l'argent, du salaire, qui va être plus montrée que chez nous. Je ne sais pas si elle est plus importante, mais en tout cas, il y a plus de discours dessus. C'est-à-dire que, de manière générale, en caricaturant, un jeune Français, quel qu'il soit, va essayer de dire souvent qu'il veut un travail, qu'il veut trouver un travail qui a du sens. Alors qu'un jeune Chinois va plutôt dire qu'il veut trouver un travail qui va lui faire permettre de gagner de l'argent ou de s'élever socialement. Parce que c'est de la culture dominante, on va dire. Et même s'il y a des changements, même si nous, on devient de plus en plus matérialistes, je trouve, les jeunes générations, et que les Chinois ont tendance à devenir de plus en plus idéalistes et plus romantiques. Mais déjà, ça, c'est extrêmement important. Ce qui a un impact très grand sur comment les gens se représentent le travail. Si on dit je veux un travail qui me donne du sens, on va avoir beaucoup plus de frustration au travail parce que c'est compliqué de trouver le sens dans un travail. Et donc peut-être plus de conflits. Si, comme à la chinoise, on va au moins en parole dire qu'on se focalise sur ce qui tombe à la fin du jour ou à la fin du mois, eh bien peut-être, et c'est souvent ce qui se voit, on va avoir moins de frustration avec le travail peut être abrutissant. Parce que quelquefois, il y a beaucoup d'heures de travail, parce que voilà, c'est pas toujours drôle. Mais j'ai l'impression que souvent, les Chinois peuvent avoir plus une forme de déconnexion de leur soi propre avec le travail, parce que c'est pas un engagement. C'est juste une manière de gagner de l'argent. Mais donc, jusqu'à il y a quelques années, la culture dominante en Chine, c'était le travail à outrance. Ça avait même été théorisé par mon ancien patron Richard Léo Chiang-Tung quand j'avais travaillé chez JD, donc le concurrent d'Alibaba, qui lui avait théorisé un horaire hebdomadaire de travail qu'on appelle en chinois le Tiotio Léo, le 9-9-6, donc 9h du matin, 9h du soir, 6 jours sur 7. Ça n'existait pas toujours dans les faits, ni toujours, ni partout, mais c'était la culture dominante. C'était aussi l'image que les Chinois donnaient à l'étranger, un peuple industrieux, travailleur, modeste, et tout ce que tu veux. Qui n'est pas complètement faux, mais bon, qui est aussi une image que les Chinois voulaient projeter d'eux-mêmes. En tout cas, un idéal, on va dire, même si c'est du matérialisme, c'était aussi un idéal. Et depuis quelques années, 3 ans, 4 ans, en réalité, évidemment, on peut trouver une archéologie des choses bien plus anciennes à ça. On peut même remonter jusqu'à l'époque des Tang, finalement, où on a une contre-culture chinoise anti-institutionnelle, anti-hiérarchique du poète Trao Yuanming, qui abandonne toutes ses charges prestigieuses pour rentrer chez lui dans sa maison délabrée, dans laquelle il est heureux de pouvoir aller pêcher et écrire des poèmes. Et c'est le plus grand poète chinois, admiré, et dont les vers sont appris par tous les écoliers chinois. Donc même dans cette culture dominante chinoise du travail modeste à l'outrance, on a cette contre-culture très ancienne du « aller s'occuper de soi, s'occuper de la beauté, etc. » Mais donc, depuis 3 ou 4 ans, il y a en plus, à travers les mêmes Internet et tout ça, une expression qui est remise à la mode, qui est donc s'allonger à plat, tremping, voilà. Aujourd'hui, les Chinois savent très bien qu'ils risquent de ne pas être aussi riches que leurs parents. Donc, à quoi bon faire autant d'efforts, donc ce 996 ou voilà, ces études à outrance ou n'importe quoi, à quoi bon faire autant d'efforts si maintenant on est dans une société où on va gagner un petit peu d'argent et là, on est imposable. Dès qu'on est imposable, on nous prend le petit peu qu'on a. Et donc, c'est ça le phénomène tramping. Alors, ça touche beaucoup les jeunes, évidemment, parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont fils ou filles uniques, que leurs parents ont de l'argent, et donc, s'ils ont un accès, par exemple, à un immobilier gratuit, voire, comme il y a 2 familles, ils peuvent même avoir un autre immobilier qui est en location, et donc avoir des revenus. À quoi ça sert de bosser 996 si on va gagner un tout petit peu plus et on va avoir toutes ces journées et ces week-ends de prix. Pourquoi ne pas vivoter ? Alors en plus en Chine aujourd'hui, c'est facile de vivoter par rapport à la France parce qu'on est dans un pays qui, malgré cette crise d'il y a 2 ou 3 ans, c'est un pays prospère dans lequel tout fonctionne bien, les transports fonctionnent bien, même avant le système médical était moins bon qu'en France. Maintenant, je pense que
À mains égards, il est plus accessible, il est meilleur et moins cher que chez nous. Pas toujours, hein, mais il peut l'être. Donc, on peut très bien, aujourd'hui, et la dernière fois que je suis allé en Chine, j'en ai visité, on peut très bien se la couler douce à la chinoise. Et donc ça, c'est une vraie culture, et qui aujourd'hui est assez impressionnante parce qu'elle a émergé pratiquement d'un coup. Oui, et il faut le dire, toi, très certainement que les expériences que tu as eues en structure chinoise, ça ressemblait plutôt au Tiao qu'à autre chose. Ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que pas forcément. Quand on travaille dans une structure chinoise, en tant qu'étranger, on est toujours un étranger. Les Chinois ont un rapport à l'étranger dont on n'a pas l'habitude, nous, en France. Il y a des préjugés sur les gens, tout le monde en a, mais par exemple, nous, les Français, on sait que les Chinois existent depuis le XIIIe siècle et depuis Marco Polo. Eux, ils savent qu'on n'existe que depuis le milieu du XIXe siècle. Donc on est un objet, en fait, on est presque un extraterrestre. Et on est des objets assez difficiles à identifier. Donc, même quand on travaille dans une structure chinoise, le préjugé chinois va faire que, ah non, mais les étrangers, ils ne sont pas capables de travailler comme nous. Et ça, c'est vraiment un des défis quand on travaille dans une entreprise chinoise, un défi passionnant. En gros, souvent, les Chinois, alors il y a peu d'étrangers qui travaillent dans une structure chinoise, très peu. Et une grande partie de ces étrangers-là, jusqu'à assez récemment, c'était en fait des étrangers, entre guillemets, trophées. Donc, que les Chinois choisissaient uniquement en fonction de leur représentativité, c'est-à-dire qui correspondent à l'image qui se faisait de l'étranger, voire à la connexion politique, etc. Mais pour lesquels les Chinois n'attendaient aucun travail effectif. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ouais, tu es dans une structure chinoise, mais on n'attend pas de toi que tu travailles autant qu'un Chinois, en fait. Et on n'attend pratiquement pas que tu travailles du tout, quelquefois. Il y a des témoignages qui ont été écrits, hein, de certains cadres, par exemple, je crois que c'était de Huawei, etc., aux États-Unis, racontaient j'étais la potiche, quoi. C'est très intéressant. Dans certaines entreprises chinoises, c'est vraiment assumé. Je ne dirais pas le nom de toutes les boîtes, mais enfin, on en connaît même pas mal à Paris comme ça, hein. Ils prennent des patrons français qui ne parlent pas chinois, qui n'ont aucun intérêt pour la Chine. Il y en a plein. Et en général, ils vont pêcher le plus haut possible dans ce qu'ils considèrent, eux, comme des marques de représentation. C'est un peu du trophée, hein, voilà, de trophée de représentativité. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les boîtes chinoises à l'étranger ne marchent pas très bien, parce qu'ils prennent des trophées. Mais donc, comme ils ont cette culture-là, finalement, de très mal choisir leurs collaborateurs étrangers, ils n'attendent pas forcément que tu travailles. Donc moi, quand j'étais dans les boîtes chinoises, justement, un de mes défis, c'est de leur montrer, mais moi, je ne suis pas comme les autres. Non, je ne suis pas comme les autres. Là, le patron que tu as choisi, ça ne sert à rien. C'est un pantin, en fait. Il ne sert absolument à rien, il est absolument ridicule. En fait, mais tu as besoin quand même de gens comme moi, de gens comme nous. Là, tous les jours, dans tes opérations, comment tu vas comprendre, comment tu vas lier des liens avec tes fournisseurs ou gérer des conflits, etc. Moi, je peux t'aider. Et je ne suis pas comme un Chinois. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec des Chinois qui étaient en 996, justement. D'accord. Disons-le aussi pour nos auditeurs. Officiellement, c'est interdit. Dans les faits, ça se fait encore ? Dans les faits, ça se fait beaucoup moins qu'avant. Là aussi, disons-le. Mais les Chinois ont tendance à plus travailler que les Français. Hein, et notamment de parler pour des heures supplémentaires. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu à l'usine. Pour un projet, on demande à l'équipe chinoise de revenir le samedi. Il n'y en a pas un seul qui moufte. Contre rémunération ou pour le même salaire ? On ne le dit même pas. Il y a peut-être on peut le négocier en sous-main, mais bon. On peut aussi accepter de travailler sans rémunération. Tout dépend du rapport de force, tout dépend de... Le chinois, il est ça c'est un autre élément très très important de la différenciation des Chinois et des Français au travail. C'est que les Chinois sont beaucoup moins tatillons sur les détails. L'important, c'est que tu t'y retrouves à la fin de l'année. Et là, ils ont raison. C'est-à-dire qu'ils font un calcul, non pas sur la minute, comme le Français peut le faire. Hein. Parce que la minute, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire au travail ? Quelquefois, tu glandes rien au travail, tu es payé pareil. Hein. Donc, le Français a tendance à être comptable sur la minute ou sur l'heure. Le Chinois, non. En revanche, on ne paye pas assez bien, ou si, voilà, c'est un élément qui va rentrer en compte, mais il ne va pas forcément faire une négociation. Il considère aussi que créer une dette, créer de la dette, c'est bien. Donc, si le patron lui dit à un moment tu viens travailler en plus, le patron a une dette envers toi, bon, il peut te la repayer, il
L'important, c'est qu'il la repaye un jour ou l'autre. C'est pas forcément qu'il la repaye pour ce week-end-là. Tu vois ce que je veux dire? Et le chinois est convaincu. Alors, c'est une théorie, hein, donc je me permets de dire le chinois. On sait très bien que c'est pas une généralité, voilà. Mais il est convaincu dans ce contexte-là que le fait que son patron lui soit redevable, ça va lui payer quelque chose à la fin de l'année. Enfin, je veux dire, ça va lui rapporter quelque chose. Il n'en est pas forcément convaincu. Et aussi, il y a les systèmes juridiques qui sont derrière. C'est-à-dire que le système juridique chinois, il est moins protecteur. Oui. Pour le salarié. Donc même si le salarié voulait négocier, il pourrait moins. Donc il n'y a pas que la mentalité, il y a aussi évidemment les institutions qu'il y a derrière. Et le chinois n'en est pas convaincu. Je vais te dire même, à mon avis, une autre différence, c'est que le chinois est plus inquiet que le français quand même. C'est-à-dire il fait un peu moins confiance. Donc il n'en est pas forcément convaincu, mais il va essayer de l'utiliser quand même. C'est quoi le rapport aux vacances en Chine ? Est-ce que c'est quelque chose que les Chinois perçoivent très positivement ? Est-ce que... Alors, bon, moi j'ai toujours travaillé dans des structures où j'avais plus de vacances que mes collègues, ce qui pouvait générer une forme, pas de jalousie, mais d'incompréhension ou d'injustice. Toi, tu travaillais dans la même structure, donc j'imagine que tu avais le même nombre de jours de congé que tes collègues. Oui. Dans le discours chinois face aux vacances, on a deux types de discours. On en a un qui était le discours... Justement, tu parlais de choc culturel. Moi, je me souviens, la première fois que je suis arrivé en Chine, et que justement, c'était ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, on était là, on travaillait vraiment beaucoup le chinois, 10 heures par jour, parce que ça nous plaisait. Et on avait une étudiante chinoise, fille de prof, membre du parti, etc., qui nous chaperonnait un petit peu, qui était très, très, très rigide. Et elle me demandait, mais qu'est-ce que vous faites de vos journées? Après les cours, on apprend le chinois. Et cette... jeune fille, je ne sais pas, 19 ans, elle dit « Mais non, c'est pas possible. Parce que les étrangers sont paresseux. On sait que vous êtes paresseux. » Et donc, tu as ce préjugé-là, qui n'est évidemment pas complètement faux. On en fait des sketchs en France, etc. Les Français ont beaucoup plus de vacances que les Américains, notamment. Hein. Bon, bref. Donc oui, avec en partie, oui, les Français foutent rien. Les Français foutent rien, c'est des gros glandeurs. Bon, et évidemment... tu as aussi la contrepartie lumineuse de cette partie sombre qui est peut-être moi aussi j'aimerais bien. Et notamment, c'est très visible parmi les Chinois qui sont en France. Parce que ce n'est pas neutre de venir en France pour un Chinois. Donc les Chinois qui sont en France, en général, c'est des gens qui apprécient ce système français, cette dolce vita, tiens, c'est italien, c'est pas français, mais voilà, peut-être latine, peut-être plus latine. Et sur les vacances, dernière anecdote, je sais que tu aimes bien les anecdotes. Une fois, j'accompagnais un patron en Chine pour voir un patron chinois. Il y avait une très, très grave, enfin, en tout cas pour l'admin de la boîte, il y avait un différend de paiement qui pouvait mettre la boîte française en faillite. Voilà, donc le patron de la boîte française était venu. Et le patron de la boîte chinoise, c'est le patron d'une grosse boîte chinoise, gros producteur de lait, pas n'importe qui. Et donc, comme d'habitude, dans ces cas-là, il y a un problème, on se voit, on mange ensemble, on dîne ensemble, etc. Et là, on essaye de créer des liens personnels entre les deux patrons. Alors évidemment, il faut que ce soit les deux patrons. S'il avait envoyé uniquement son ingénieur, ça n'aurait pas marché. Il fallait que ce soit lui, donc il avait compris, il était venu. D'un point de vue hiérarchique. D'un point de vue hiérarchique, pour donner la face, voilà, il fallait que ce soit au moins le DG français qui vienne, donc ça, déjà bien. Et ensuite, bon, voilà, on est dans, tu vois ce que c'est, autour d'une table ronde avec tout le monde. Alors moi qui étais là, bon, voilà, pour faire la traduction et attention aux problèmes culturels et tout ça, voilà. Donc le français, la partie française, en tout cas, fait de la conversation pour essayer de voir ce qu'il y a comme point commun. Et une des premières questions qu'on pose en France, et en tout cas là qui était posée à ce dîner ou à ce déjeuner, je ne me souviens plus, c'était bon, et alors pendant les vacances, c'est ce que vous faites. Pourquoi? Parce que là, le français, il s'attend à quoi? Ah, mais pendant les vacances de février, moi je vais à Megève, etc. Ah ouais, mais moi aussi je suis dans cette station de ski et tout ça. Et bon, bref, voilà. En France, en fait, on utilise nos vacances, nos patrons, nos élites peuvent utiliser leurs vacances, non pas en donnant un message sur je suis paresseux, c'est pas ça, c'est je suis de tel niveau social, je fais ça pendant mes vacances et on se retrouve. Ou alors j'ai tel goût parce que finalement je suis très riche, mais je suis resté très simple, j'aime faire ceci ou cela. Bon, bref. Donc c'est vraiment pour créer du lien. Là, la réponse a été, c'était du Brise de Nice, hein, c'était cassant. Je te laisse imaginer ce qu'il a répondu.
Il a répondu, moi, depuis 20 ans que je travaille dans cette boîte, j'ai pris que 7 jours de vacances. Purée. C'était l'année dernière, j'ai emmené ma fille, qui était acceptée à Harvard, je l'ai emmenée s'installer aux États-Unis. Donc là, il jouait très très bien ce jeu social, c'est-à-dire que, il disait, hop, moi, pas de vacances, mon univers idéal, c'est faire gagner de l'argent à l'entreprise, c'est tout. Et quand je prends des vacances, je donne une information, ma fille est à Harvard. Non seulement je rentre jamais chez moi, je m'occupe jamais d'elle, mais tu vois, c'est pas un problème, elle est première, elle va à Harvard quand même. C'est que des manières d'enfoncer la partie française en face, c'était extrêmement drôle. Et donc voilà, et ça effectivement, tu n'aurais pas entendu un patron français répondre ça. Ouais, ah bah non, c'est sûr. Mais effectivement, là, on voit une grosse différence dans la perception des vacances et dans ce rapport au lien social qu'on crée quand on raconte nos vacances. C'est vrai qu'elle est assez intéressante, ton analyse, sur pourquoi est-ce qu'on parle de nos vacances, en fait. C'est aussi une façon de créer du lien, c'est une façon de prouver aussi son statut. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles... Oui, et aussi en France, ça, c'est un rapport au travail qui est différent. En France, on veut montrer qu'on est intelligent. Et en gros, les patrons, souvent, pas tous, parce qu'il y a aussi le modèle du patron travailleur, mais les patrons travaillent beaucoup. Le problème n'est pas là, tout le monde travaille beaucoup, si on veut. Mais souvent, on montre qu'on est intelligent en France en montrant que, justement, si on peut partir en vacances, ça veut dire qu'on est intelligent. On laisse les gens gagner, faire l'entreprise gagner de l'argent à notre place. Ça ne veut pas dire qu'on est... en France, ça ne veut pas dire qu'on est inutile, ça veut dire qu'on est intelligent. Alors qu'en Chine, la valeur à montrer n'est pas qu'on est intelligent. Les gens ne veulent pas montrer qu'ils sont intelligents. Les gens veulent montrer, même si ce n'est pas vrai, là aussi, c'est comme l'intelligence, même si ce n'est pas vrai, les gens veulent montrer qu'ils sont entièrement investis. C'est souvent aussi une mise en scène, mais ils veulent montrer qu'ils sont complètement investis dans la réussite d'une entreprise. Ouais. Pour donner de la confiance aux clients, aux fournisseurs, etc. C'est vrai qu'on se pose souvent la question des difficultés que les Français ont lorsqu'ils travaillent avec des Chinois, mais inversement, quelles sont les grandes difficultés des entreprises chinoises quand elles travaillent avec des Français, en fait? Qu'est-ce qui est bloquant? C'est la manière de faire passer des messages. Le français n'est pas complètement étranger à ça, il est mieux que l'américain, parce que c'est plus facile pour un Chinois de travailler avec un Français qu'un Américain. Mais en gros, le Chinois, dans sa communication, va utiliser beaucoup de ce qu'on appelle des signaux faibles, c'est-à-dire des indices. Pas aller directement sur quelque chose. Donc en Chine, on appelle ça weiwan, faire des détours. Bon. Le français, c'est un peu le faire. Mais il est quand même beaucoup, même si c'est un peu le faire, il est plus direct, il est plus cassant que le chinois. Donc il perturbe le français, la communication d'un français de manière générale. Et quand je dis d'un français, je m'inclus aussi dedans, parce que souvent je me dis, mais ça, j'aurais pas dû le dire comme ça. En fait, là, quand même, je sais ça fait 25 ans que je dis ça. Mais pourquoi j'ai dit ça? J'étais trop français, j'étais trop con. Pourquoi j'ai dit ça? On a quand même tendance à être trop direct. C'est un petit peu comme l'histoire de voilà, les heures supplémentaires, est-ce que je vais me faire payer ou pas? Le fait que pour un Français de s'accrocher à certains détails, ça, y compris Et alors, il y a un truc aussi que les Chinois comprennent beaucoup moins et qui est malheureusement une culture dominante en France, c'est ce qu'on appelle le passif-agressif. Donc, il y a beaucoup de passifs... les Français, alors on ne s'en rend pas tellement compte, mais le rapport du travail en France est pratiquement fait uniquement de passif-agressif. Et on ne va pas te demander, on ne va pas te dire tu as mal travaillé, ce que le Chinois peut te dire, on va dire est-ce que tu es sûr d'avoir bien travaillé? Donc déjà pour nous les Français, finalement, c'est pas bien, je le dis, c'est peut-être pas ça. C'est une mauvaise habitude qu'on a par rapport aux Chinois. C'est plus agréable de se faire entendre dire tu as mal fait, plutôt que est-ce que tu es sûr que tu as bien fait. Et en plus, c'est culpabilisant. Voilà, c'est culpabilisant. C'est pour ça qu'on va, peut-être qu'on va moins travailler, on va faire moins d'horaires que le Chinois, mais on rentre chez soi avec ça dans le cœur. Alors que le Chinois, il peut-être s'engueuler avec son patron, mais il n'a pas ça dans le cœur, pas forcément. Juste, il est abruti par sa travail. Et donc, les Chinois sont très perturbés, de manière générale, par tout notre passif agressif, par tout notre second degré aussi. On s'en rend compte, il y a les plaisanteries, il y a tout ça. Moi, ce que je dirais, faites attention, Français, à votre second degré. N'essayez pas d'être drôle. De base, on est drôle pour un Chinois. Non, mais de base, on est un peu plus... Je
suis désolé de dire ça, j'aime beaucoup les Chinois. De base, souvent, on est un peu plus amusant que les Chinois. Pour plein de raisons. C'est pas la peine de forcer le trait. Pas de deuxième degré, pas de plaisanterie. On va déjà être apprécié comme on est. Et ça, c'est très difficile pour les Chinois de naviguer. De manière générale, ils ne répondent pas. Ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. Et donc, ça peut aboutir à des relations commerciales, enfin des problèmes. Parce que les relations commerciales, c'est que gérer des problèmes. Autrement, on serait encore avec des robots, quoi, c'est tout. C'est que gérer des problèmes, et gérer des problèmes qui se fondent toujours sur des incompréhensions. Alors, tu peux y avoir évidemment toujours du poker menteur qui veut prendre un peu plus d'argent de l'autre, évidemment. Mais au cœur, à la base, on a des incompréhensions. Donc tout ce qui va ajouter de l'incompréhension, et c'est pour ça que les Chinois ont du mal à travailler avec nous, c'est ça. C'est nous, quand on dit oui, quand on dit non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont du mal. Quand on dit t'es nul, bon, c'est inqualifiable, vos produits ont été livrés en retard, c'est inqualifiable. Qu'est-ce que ça veut comment voilà. Qu'est-ce que ça veut dire dans le on continue la relation ou pas ? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre ou pas ? Là, ils ont vraiment du mal. Ce qui est compliqué, c'est que là, on évoquait le second degré. C'est vrai que nous, on a plein de teintes d'humour en français, mais qui parfois sont des traits de personnalité. Moi, je sais que moi, j'adore le second degré, et j'arrivais pas à le contrôler. Et c'est vrai qu'avec des collègues asiatiques, je me rendais compte, parfois je faisais des flops, et avec que mes collègues français qui se marraient. Voilà. Ils comprenaient pas, les collègues asiatiques, parce que le second degré, c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Oui. Et effectivement, il faut travailler dessus pour en prendre conscience, mais alors par contre, le changer, c'est quand même... c'est très compliqué. Ça demande et une c'est véritable maîtrise de soi. pour ça que dans l'interculturel, je pense qu'il faut surtout accepter d'être seul. C'est-à-dire qu'à certains moments, même si tu aimes l'autre, même si tu as envie que l'autre t'aime, évidemment, il y a des choses que tu ne peux pas partager. Donc, oui, tu pourrais, hein, mais au bout de d'heures et d'heures, ah oui, c'était ça ce que tu voulais dire, ah oui, bon, oui, en plus, ça casse années, un peu le si tu veux, et si tu veux, oui, mais quand même, et oui, non, il faut accepter d'être seul, il faut accepter de perdre un peu de deuxième degré, et je trouve que c'est pas si grave, parce qu'en pratiquant les Chinois tous les jours au travail, on se rend compte qu'ils nous apprécient pour le deuxième degré sans forcer, tu vois, naturel. Celui qui ne comprenne pas, ils ne comprennent pas. Bon. Donc, ce n'est pas la peine d'en faire trop. Déjà, en soi, on peut être drôle. Et si je veux ajouter un élément positif, je ne sais pas si tu me poseras la question tout à l'heure, donc c'est pour ça que je me permets de l'ajouter. Il y a un autre élément, donc on a parlé des difficultés. Hein, les Chinois, pourquoi ils ont du mal à travailler avec nous ? Ils peuvent avoir une facilité. Quelquefois, c'est-à-dire qu'on peut leur faciliter la tâche. Donc évidemment, évitant ce qu'on vient de dire, évitant les choses trop compliquées à comprendre, le deuxième degré, etc. Vraiment éviter. Ne croyez pas, déjà entre Français, les gens ne se comprennent pas. Alors il faut pas, entre frères et sœurs, les gens ne se comprennent pas. Il ne faut pas imaginer qu'un Chinois, moi c'est vraiment mon erreur, mais tous les jours avec les Chinois, je me dis des trucs et je me dis merde, j'aurais pas dû ça parce que vraiment l'autre en face va penser autre chose. Et voilà, on peut être catalogué rien que parce qu'on a dit une idée qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Hein, donc il ne faut pas faire attention à ça. Donc soyez conformistes avec les Chinois. C'est triste, mais soyez conformistes parce que déjà vous êtes en tant que Français, vous êtes anticonformistes. Donc même si vous voulez être conformiste, vous allez dégager des choses qui sont anticonformistes. Mais là où on peut apporter quelque chose aux Chinois, c'est que justement, comme on n'est pas dans les mêmes longueurs d'onde que sur les rapports de force, sur les intérêts au travail, dans la vie personnelle, etc., on est beaucoup moins en concurrence avec eux que leurs collègues chinois. On est beaucoup plus tolérant envers un certain nombre de choses. Et on est peut-être, en tout cas ceux qui sont contents de travailler avec nous quand ça se passe bien, on est capable d'une certaine forme d'empathie qui va leur donner un confort qu'ils ne trouvent pas toujours parmi leurs collègues chinois et qu'ils apprécient chez nous. Donc pas la peine d'en faire plus. Si on est capable d'avoir de l'empathie, de les comprendre, et on a d'autant plus facilement d'empathie parce qu'on n'est pas en concurrence. C'est ça qui est compliqué dans le travail. C'est souvent, il y a une concurrence sur des postes, sur les machins, les trucs. Français et Chinois qui travaillent ensemble, en général, ils sont obligés de travailler ensemble.
Et donc là, ça peut créer une bulle de confort. Moi, ce que j'ai vu, quand ça marche bien, c'est ça. C'est quand on est en binôme avec quelqu'un qu'on aide, qu'on protège de la partie française, par exemple, justement, en faisant un paratonnerre à tous ces trucs de non mais t'inquiète pas, ce qui t'a dit le chef, c'est pas grave, etc. Donc on fait un paratonnerre. On peut aussi faire progresser les idées vers la partie française qui n'aurait pas été audible notamment, et eux, en échange, quand ça se passe bien, ils vont faire progresser nos idées vers la partie chinoise, parce que c'est pas la même chose si c'est un Français ou un Chinois qui le dit. Donc ça peut aussi bien marcher. Oui, ça c'est important de le dire, parce qu'on a tendance forcément, par des formations, à se concentrer sur les parties difficiles. Parfois, on peut aider aussi la partie adverse justement à naviguer parmi les différences culturelles. Si on revient sur ce sujet du conflit, parce que souvent c'est ça qui bloque, pour gérer les conflits, comment est-ce que toi tu t'y prends quand il y a un conflit en entreprise pour parfois essayer de le gérer en fait entre la Chine et la France? Alors déjà, ça c'est quelque chose d'universel. Donc que ce soit entre la Chine et la France ou la France et la France, bon évidemment la chose qu'il faut toujours essayer de faire, parfois difficile, pour moi je l'avoue, mais bon, c'est de temporiser. Ça vaut pour toutes les cultures. Vous êtes en colère, vous avez sans doute raison d'être en colère, mais fermez vos gueules, quoi. Sauf dans certains cas. Évidemment, il y a certains cas, il y a des choses, voilà. Si on a une atteinte à sa propre, je sais pas, une agression, machin, il faut immédiatement, quelquefois, réagir, c'est bon. Mais il faut savoir que, voilà, soit on réagit immédiatement parce qu'on se considère, il y a un truc à pas laisser passer, et puis voilà, et merde, et tant pis, et là, il y a quelqu'un qui me met la main aux fesses ou n'importe quoi. Je crie, bon, par exemple, pourquoi pas, hein, un manque de respect total, pourquoi pas. Et ça, il faut juger ça en une fraction de seconde. Et si on n'est pas dans ce cas-là, ferme sa gueule. Ferme sa gueule, on réfléchit. Parce que tout ce qu'on va dire, alors c'est encore plus grave en Chine, évidemment. Si, comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir, déjà qu'en français, on peut avoir des mots qui blessent envers des Français, c'est constant, c'est tout le temps, et la vie du travail, c'est tout le temps ça, faire attention. Et là, avec un Chinois, évidemment, on maîtrise beaucoup moins la force de ses coups, on va dire. C'est comme si on se bat contre quelqu'un, mais on ne sait pas combien ça va faire mal. Donc peut-être qu'encore plus qu'avec... oui, d'ailleurs, pourquoi pas, c'est un bon conseil. C'est-à-dire qu'encore plus qu'avec quelqu'un qui est de sa propre culture, il faut avoir conscience que temporiser, c'est bien. Réfléchir, laisser déjà soi-même le temps de baisser dans la gamme de l'indignation. Si on peut laisser passer une demi-journée, c'est très bien. On a le temps d'en parler un petit peu avec d'autres, on a le temps de voir dans quelle mesure c'est important ou pas. Il ne faut pas agir dans la précipitation et être dans l'agressivité, en fait. Disons qu'il y a un thème qui est extrêmement intéressant, qui est difficile à traiter, dont on parlera peut-être une autre fois, c'est la question de la colère et de l'agressivité dans les différentes cultures. Et j'ai vécu aussi des situations d'agression ou d'agressivité de la part des Chinois, mais j'ai vraiment l'impression qu'on n'est pas... On peut monter, je veux dire, la colère, c'est un phénomène physique, hein, on le sent, je sais pas... Moi, je le sens, ça monte de l'estomac, je sens que ça monte un peu comme du lait qui va déborder, puis à un moment, ça déborde. Hein. Donc, je le sens physiquement, et j'imagine, et je pense que chez tout le monde, peut-être même dans le règne animal, il y a un truc comme ça, avec des hormones, hein, qui et puis des points de non-retour, et voilà. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression quand même qu'il y a des moyens de se d'exprimer sa colère, ou des moments qui sont différents entre les Français et les Chinois. J'ai l'impression, c'est à discuter, et j'ai l'impression que le Chinois, il va être plus factuel, circonstanciel, sur un point. Parce que justement, en Chine, il est très important dans la culture, enfin, c'est ça, un point positif de la culture chinoise, c'est de laisser quand même une porte de sortie à l'autre. Donc, c'est essayer de circonscrire le problème à un problème qui n'est pas personnel. Quand je disais factuel, c'est vraiment c'est un point. C'est pas un problème parce que toi, tu es Emeline et puis ça fait 10 minutes que tu mâches un chewing-gum et que ça m'insupporte, tu vois. Non. Ce qui n'est pas vrai. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que ne pas mettre dans sa colère des éléments qui font partie, on va dire, d'un passif. Mais essayer de mettre j'ai l'impression que les Chinois mettent surtout de la
colère, donc pas personnelle, mais sur un point qui ne fonctionne pas. Ok. Et que le Français, il va tout mettre d'un coup. Un petit peu comme une relation de couple, en fait. Eh oui, puis, il y a 3 ans, quand tu as dit ça, ma mère. Voilà. Mais c'est plus émotionnel. Plus émotionnel. Alors que les Chinois sont émotionnels aussi. Mais je ne suis pas sûr d'avoir raison là-dessus. Mais je crois voir une différence dans l'expression de la colère. Et en tout cas, le fait qu'en Chine, il y a aussi une mise en scène de la colère. Donc moi, j'ai assisté aussi à des engueulades de sous-traitants en Chine. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Des engueulades de sous-traitants, mais qui font qu'à la fin, les gens ne sont pas vexés et ça va se passer de la même manière. Et j'ai aussi assisté à des engueulades de sous-traitants faites par des Français qui ont vexé des Chinois. Donc voilà, comment on fait pour engueuler quelqu'un sans le vexer ? Et puis surtout pour trouver une solution au conflit, parce que engueuler, bon, à la rigueur, on peut être en colère, on n'a pas forcément besoin d'engueuler la personne en face, on gère sa colère, mais comment est-ce qu'on fait pour régler ce conflit, en fait ? Donc la première chose, ce serait déjà de prendre du recul, pour pas répondre trop dans la précipitation et dans l'émotion. La deuxième chose, ce serait peut-être de rester du coup concentré sur les faits. Et ensuite, qu'est-ce que tu recommandes ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire pas d'insultes. Tu vois, par exemple, j'entends quelquefois pas dire à quelqu'un, par exemple, qu'il est stupide. Oui, ça n'apporte pas... je l'ai vu dans des relations de travail en France. Ouais. Et j'ai entendu des Chinois ils n'avaient jamais entendu, on leur avait jamais dit ça. Oui. Les Français qui étaient obligés de dire, bah non, c'est en fait, c'est pas toi qui es stupide, c'est cette chose-là qui est stupide. Bon, voilà, faut faire gaffe à ça. Hein. Oui, parce que là, on entre en plus dans la sphère personnelle. Donc la sphère personnelle. Oui, voilà. Mais de ce que j'ai vu dans les mises en scène de colère chinoise qui marchaient bien, donc c'est un peu comme du théâtre. Donc là, on convoque le chef. Et ce que j'ai vu, c'est donc le responsable de la personne qui... Voilà, tout le monde est là. C'est vraiment une engueulade en public. C'est très drôle. La personne qui engueule les sous-fifres, alors qu'évidemment, c'est la responsabilité du chef. Hein. Devant le chef, il engueule les sous-fifres du chef en disant « Vous faites honte à votre chef, vous lui donnez plus de travail. » Ah oui, parce que comme ça ne fait pas perdre la face au chef. Ça fait perdre la face à personne. Parce qu'en réalité, tu vois, sur ce problème-là, cette engueulade dont j'ai été témoin, c'est la responsabilité globale de la boîte. En gros, c'était un problème de qualité sur un produit. Donc évidemment, c'est le chef qui est responsable. Hein. C'est lui, c'est normal, le chef est mieux payé. Bon, voilà. Et évidemment, c'est le chef qui est responsable, mais évidemment, tu as toute une chaîne de responsabilité. Peut-être qu'il y a un contremaître qui a mal fait son travail, ou un ingénieur qui a mal fait son process. Bon, voilà. Mais j'ai vu ce conflit se régler par le haut avec cette mise en scène-là. C'est-à-dire le grand chef de la boîte présent lors de l'engueulade et les sous-fifres et la personne donc qui représentait le client qui n'était pas content de ses produits défectueux, qui au lieu d'engueuler le chef, engueulait les sous-fifres en disant « Vous voyez, là, votre chef, il est là pour la réunion, vous lui faites perdre son temps précieux. » Et du coup, qui amenait tout le monde à une désescalade, en tout cas de l'autre côté. Et in fine, d'ailleurs, puisque j'ai suivi cette affaire, in fine, à une résolution par le haut du problème, le problème résolu comme il le fallait, etc. Donc, par exemple, je suis manager d'équipe en France et j'ai le problème avec une équipe qui est managée en Chine. Je convoque le manager en Chine et son équipe. Et lors de la réunion, j'évoque plutôt la problématique autour de l'équipe du manager en question. Oui, au lieu d'engueuler le manager, j'engueule l'équipe. Mais par contre, j'invite quand même la personne qui est au même niveau que moi pour quand même montrer que c'est une réunion importante et qu'on va traiter de la problématique. Mais je ne le montre pas lui du doigt comme étant à l'origine du problème. Oui. C'est-à-dire qu'on maintient toujours la fiction que c'est les échelons inférieurs, c'est le stagiaire qui a fait une erreur. C'est pas le fait d'avoir embauché le stagiaire, non pas du tout, ni de ne pas le payer, ni de prendre quelqu'un qui n'est pas diplômé, qui coûte pas cher. Non, évidemment, c'est toujours la faute du stagiaire. Et idéalement, il vaut mieux que ce soit un groupe, j'imagine, un groupe de personnes plutôt qu'une seule personne qu'on va
Oui, et puis ce que j'ai vu quand ça marchait bien, et puis on le fait de manière théâtrale. Donc là, c'est pas, on n'insulte pas les gens en disant vous êtes stupides, mais on dit ah mais vous faites perdre du temps et machin qui est tellement important et votre chef et voilà et ce contrat qui est tellement important et ce client, c'est-à-dire qu'on met ce que j'ai vu dans l'engueulade à la chinoise, on brandit des totems là comme ça. Et vous vous rendez compte et le pauvre machin, et le pauvre président et le pauvre truc et la santé de la boîte et ce contrat qui est tellement important et ces gens qui nous faisaient tellement confiance, voilà. D'accord. Et ce qui est important aussi, c'est la réponse. Les Chinois ne mouftent pas dans ces cas-là. Je te dis la réponse du fournisseur. Ouais. Les sous-fifres disent rien, et le manager s'excuse. Et à partir de là, en général, le conflit est résolu et on arrive à trouver une solution concrète au Alors, problème. dans ce cas-là, quand le cas est juste une merde qui arrive dans les affaires, c'est normal d'avoir des produits défectueux, ça arrive tout le temps parce que, surtout, ça peut toujours arriver. C'est pour ça qu'il y a un contrôle de qualité. Voilà, souvent les produits sont complexes. Et ce que je veux dire aussi, c'est pas que les Français ont une peur terrible de se faire, vulgairement, baiser par les Chinois. Et ce que je voudrais dire, c'est que l'inverse est vrai. Les Chinois ont aussi très très peur de se faire piéger par les Français. C'est vraiment il ne faut pas imaginer que ça va dans un seul sens. Oui, on dit avec les polémiques Chine et tout ça, les mauvais produits chinois. Non, mais il peut y avoir une méfiance vraiment des deux côtés, vraiment. Mais j'ai très très rarement vu de la malice. Ça existe. Il y a évidemment des escrocs, etc. Évidemment que ça existe. Mais c'est quelque chose de relativement rare. Et donc la plupart de ces conflits, ils peuvent tous se régler par des choses qui sont juste un peu de bon sens. Il faut éviter de se mettre les gens à dos. Il faut que justement il y ait toujours un rapport de confiance, pas vexatoire, donc un peu amélioratif. Donc quand les gens travaillent bien, il faut leur dire aussi, par exemple. Les choses se passent mal, il faut le dire, mais quand ça se passe bien, ouais, super, on est tellement content de travailler avec vous, bravo, merci. En chinois, on dit Xingku ni mala, voilà. Et ça, il faut le dire, et c'est très important. Et ça se règle. Et quand ça se règle pas, souvent, c'est pas parce que quelqu'un est en train d'essayer d'entuber l'autre, mais c'est parce que on a des problèmes de communication qui sont toujours pas résolus. Et ça, je le dis, on est dans ton podcast interculturel, et c'est pour ça que je trouve ça très important aussi de raconter ça. Les gens ne le savent pas assez. Le temps passe à une vitesse folle, donc j'avais encore 1 milliard de questions à te poser, Renaud, mais on va se concentrer sur 2 points qui, je pense, et je suis curieuse d'avoir ton avis là-dessus, sont aussi au cœur de la raison pour laquelle on a des conflits avec les Chinois. C'est notre compréhension des mots oui et non et de ce qu'ils signifient. Exactement. Donc, je sais que, par exemple, quand un Chinois... je crois savoir que quand un Chinois nous dit oui, déjà, le mot oui en chinois, il n'existe pas. Mais en plus, ça n'a pas exactement la même signification. Est-ce que tu peux nous parler de la nuance, justement ? Oui. Justement, oui. Le jeu de ni oui ni non. Où on va dire que en Chine, il y a une manière de dire oui. Et une manière de dire oui, il y a plein de nuances, on peut dire oui c'est possible, on peut déjà faire une nuance dans le oui, qui est difficile à comprendre chez nous. Est-ce que c'est un oui franc et massif, oui d'accord tout de suite, oui la semaine prochaine, oui sur le principe, oui éventuellement. Donc déjà, ça c'est pas forcément évident. De manière générale, l'empathie culturelle chinoise fait qu'on dit toujours oui à tout. Et surtout, on ne dit pas non. Donc c'est plutôt la différence, la différence la plus marquante, elle se place sur le non. C'est comment refuser. Et moi, ça m'amuse parce que c'est un domaine sur lequel aussi, comme toi, je travaille depuis longtemps. Et j'en ai des preuves toutes les semaines. À chaque fois que, je propose aux amis chinois de se voir et que quand ils veulent pas ou qu'ils peuvent pas, quand ils m'envoient une réponse négative, une réponse qui a à interpréter comme négative, en général, ça me fait toujours rire parce que c'est toujours une réponse positive. Par exemple c'est-à-dire qu'au lieu de dire voilà, Emeline, est-ce que tu es libre la semaine prochaine pour, je sais pas, aller au resto ou n'importe quoi, nous les Français, c'est vrai qu'on va avoir la tendance d'être au premier degré et de donner l'information sans filtre tout de suite, c'est
Non, je ne peux pas. Et c'est hilarant de voir que c'est très difficile à dire pour un Chinois et que, de manière générale, il va te dire, il va te faire une réponse positive, du genre « Ah, je suis en mission » ou un truc comme ça. Il ne va pas, et ça c'est presque systématique, il ne va pas donner l'information linguistique de la négation. Il va donner une information linguistiquement qui est positive. Mais évidemment, qui dit qu'il n'est pas libre. Donc, ça a énormément d'implications aussi dans le domaine des affaires, parce que un Chinois dit rarement non, il ne dira pratiquement jamais non, par exemple, à une proposition de coopération. On peut toujours réfléchir à une coopération dans le futur. Le Chinois, déjà, n'aime pas dire non, il n'aime pas se fermer des portes non plus. Donc, les Français, les patrons français ou tous qui vont en Chine, d'ailleurs c'est un petit peu comme dans les relations amicales ou amoureuses, ça se passe pareil. Très très souvent on a aussi une sorte d'émerveillement parce qu'en Chine tout est possible. Pourquoi ? Parce qu'en Chine personne ne nous a dit non. Ça ne veut pas dire qu'on va vraiment faire des choses ensemble. Ça veut juste dire que les Chinois ont cette manière positive qui est agréable, disons-le, puisque ça nous donne de l'enthousiasme, qui est d'ailleurs de part en général, ils ne vont pas complètement enlever une possibilité de faire du business dans le futur. Ils ne veulent pas dire que ce n'est pas possible. Parce que peut-être on ne sait jamais dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc ça, c'est assez compliqué à comprendre, notamment pour disons-le tout de suite, les patrons, à qui les Chinois offrent plein de cadeaux, etc., mettent sur un piédestal. Donc en business, et qui se sentent « Ouais, super, en France c'est tellement compliqué, puis les syndicats, puis les machins, puis les trucs ». Et là, tout à coup, ils se retrouvent mis sur un piédestal uniquement parce que les Chinois sont extrêmement polis. Ils vont à un pays qui fonctionne bien, avec que des gens qui leur disent « Oui, viennent en France, ils sont conquis ». Et ils ne comprennent pas ensuite pourquoi les choses ne se font pas. Ou alors ils ne vont pas assez dans les détails, et ils croient que tout a super bien fonctionné. Et en fait, ça ne marchera jamais. Donc la première chose, c'est de savoir ça, savoir que les Chinois sont polis, qu'ils ne disent en général pas non, donc que si on veut véritablement une coopération, il faut relancer tout de suite. C'est un petit peu le cas, tu vois, typique, tu rencontres quelqu'un, tu es content de cette rencontre, ça peut être des deux côtés. Tu peux avoir senti vraiment un courant qui passait, donc pas uniquement une illusion de ta part, d'accord, il sait pas que c'est quelque chose, on s'est bien entendu, et puis à la fin, voilà, on se quitte. Et qu'est-ce qu'on se dit ? En France, on se dit, allez, on se recontacte. En Chine, on dit « Bao Che Lian Si » ou un truc comme ça. Et comme en France, mais ça, il faut vraiment le savoir, ça ne veut rien dire. Alors, on peut avoir passé un bon moment et que rien ne se passe ensuite. Même si ce moment a été très bon. Les Chinois sont capables de nous faire sentir à l'aise, plus que les Français. Et donc, il faut immédiatement, dans ces cas-là, quand on tombe sur un moment de grâce comme ça, il ne faut pas uniquement en profiter, il faut profiter de l'instant, mais aussi, il faut comprendre que c'est tout à fait éphémère et que ça n'a aucun engagement. Et que si on veut construire quelque chose, il faut absolument relancer. Il ne faut jamais se dire, et ça c'est une erreur que j'ai souvent faite en Chine, finalement les Chinois, ils ont aussi une culture de la consommation et de l'instant présent. Ils peuvent être très contents, ça peut être super, super bien se passer avec toi. Et ce n'est pas pour ça que ça va bien se passer par la suite. Il faut vraiment être très attentif à ça, très proactif, et se dire qu'il faut bien nourrir les relations. Ça ne veut rien dire « on va passer un bon moment avec un Chinois ». Ça veut juste dire que ce bon moment était bon à ce moment-là. Donc le oui, d'accord, c'était peut-être oui, d'accord, bon, alors on se voit la semaine prochaine, on en discute. Par exemple, disons très concrètement, on discute, je t'envoie quelque chose, tu me renvoies quelque chose, on voit si c'est possible de faire. 90% des projets, de toute façon, qui n'aboutissent pas, donc à la fin, on peut voir que ça, c'était pas possible. Mais il faut immédiatement relancer avec des détails les plus concrets possibles. Il faut tenir
partie du fait que le chinois est agile, il est réactif par rapport au français. Vous lui demandez, tu m'envoies des documents là-dessus, le français va mettre un mois, le chinois, il peut mettre même pas quelques heures à envoyer les documents, donc il faut en profiter. Et c'est là qu'on va voir si ce oui faible, ça peut être transformé en un oui, on fait ça. Ça va être dans ce détail-là. Donc il va vraiment pousser le oui dans ses extrémités très vite pour voir si c'est un oui ferme. Et dans l'autre sens, c'est que nous, quand on dit non aussi, il faut comprendre, il faut essayer aussi de... Je pense que c'est pas mauvais, hein, même entre Français, finalement, de se dire qu'il vaut mieux donner une information positive qu'une information négative. Est-ce que tu veux aller au cinéma avec moi la semaine prochaine? Ah ouais, j'aimerais bien, mais là, je pars, ou voilà, ou j'ai trop de travail en ce moment. On donne une information positive plutôt que dire ah non, c'est pas possible, ou on va douter, peut-être que voilà, il n'a pas envie de me voir, pas envie de me voir, ou d'autres choses. Donc faire attention aussi, je pense, avec les Chinois, de ne pas leur dire non. Voilà. Mais par exemple, dans le cas d'une entreprise qui voudrait vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de quiproquo, et que la personne a bien compris que ce n'était pas possible. Parce que parfois, il peut y avoir cette peur aussi, en tant que Français, de se dire ouais, mais est-ce que la personne a bien compris ce que je voulais dire? Parce que, alors peut-être tu le disais, c'est peut-être lié à mon côté beaucoup dans le détail en France, plus qu'en Chine, mais j'imagine que certaines entreprises auraient peut-être peur d'être un peu incomprises sur certains points clés d'un contrat, par exemple. Non, mais tout ce que l'on vient de dire, c'est de manière générale. Évidemment que les Chinois disent non. Ils savent le dire aussi. Et évidemment, il y a des contextes dans lesquels on est obligé de le dire. Est-ce que cette vis passe dans cet écrou? Non, il ne passe pas dans cet écrou. Tu vois ce que je veux dire, hein? Tu vois ce que je veux dire. Mais justement, ce qu'il faut essayer de faire, c'est que les noms se retrouvent à ce niveau de détail. Et là, oui, non, là, la vis ne passe pas dans l'écrou. Ce qui, d'ailleurs, en Chine, d'ailleurs, c'est compliqué parce que normalement, notamment si tu es en relation d'affaires, la bonne relation, c'est de dire la vis ne passe pas dans cet écrou, mais je vais chercher pour voir s'il y en a. En fait, même là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chinois est capable, au lieu de dire la vis ne passe pas dans l'écrou, de dire je vais chercher une vis qui passe dans cet écrou. Oui, ils sont capables, dans des situations très concrètes, d'être en mesure de dire non, mais parfois, même dans ces situations concrètes-là, ils vont préférer une tournure positive. Qui peut être un non. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes on reprend cette histoire de vis et d'écrou, ça c'est simple, mais on peut faire la translation dans n'importe quel type d'industrie. Donc, la vis que vous avez commandée ne passe pas dans l'écrou. Bon, la réponse en face peut être, je vais aller en chercher une. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à ça? Il faut comprendre la réponse donnée et le nom qu'on attend. Effectivement, elle ne passe pas dedans. Donc ça, c'est l'information qu'on doit avoir. Le deuxième niveau d'information, c'est un signal faible, dire je vais aller chercher, c'est de la politesse. Donc vous aussi, quand vous êtes dans cette situation-là, si vous vendez une vis qui ne passe pas dans l'écrou, vous vous en tirez mieux en disant je vais aller chercher s'il n'y en a pas une autre qui passe dans l'écrou. Votre interlocuteur en face ne s'attend pas à ce que vous trouviez une vis qui passe dans l'écrou. Ne s'attend pas à ça. Donc pour lui, pour un Chinois, c'est déjà un non. On est d'accord, c'est-à-dire que les deux parties sont d'accord. Là, il n'y a pas de problème de communication. Les deux parties sont d'accord, la vis ne passe pas dans l'écrou. Donc là, tu vois, sur le fait, on est d'accord. Et le Chinois va prendre ça comme, ok, on est d'accord dessus. Et en plus, il est poli, il me donne de la face en disant, je vais voir si je ne peux pas en trouver une autre. Mais ce n'est pas un engagement. C'est super intéressant parce que là, dans ce contexte précis, je suis ravie si les auditeurs peuvent nous laisser en commentaire leur point de vue. Mais de mon point de vue, un Français est persuadé que le Chinois est parti chercher un vis de la bonne taille. 1, il est persuadé ça. Et 2, parce que moi, ça m'est arrivé de faire l'erreur dans l'autre sens aussi, dire par exemple, je ne sais pas. Un Français répond souvent, je ne sais pas. Surtout quand il est comme nous, comme toi et moi, des gens qui sont modestes, même si on peut être prétentieux, mais je veux dire... Bon, voilà, on pense aussi que c'est bien de montrer nos limites. Enfin, je sais pas, je pense que tous les deux, on est un peu pareil là-dessus. C'est une forme de modestie et d'humilité. De modestie et d'humilité. Donc, on a le « je sais pas » facile. Moi, je me suis parfois fait engueuler par des Chinois quand je répondais « je ne sais pas », alors que mon « je sais pas » était un « je sais pas » honnête, de premier degré. On me pose une question, je n'ai pas la réponse, je dis « je ne sais pas ».
Pour le chinois, entendre « je ne sais pas », notamment dans une relation qui est censée être une relation privilégiée, que ce soit, peut être en couple, ça peut être une bonne relation fournisseur ou n'importe quoi. Si on est déjà dans une relation qui est construite, je ne parle pas avec un inconnu, mais une relation qui est construite, eh bien, je ne sais pas, c'est considéré en Chine, souvent, pas toujours, mais ça peut être considéré beaucoup plus qu'en France, comme j'en ai rien à foutre de ta question. Et en disant, je vais aller chercher, en fait, ça veut dire qu'on ne sait pas. On transmet la même information, mais ça donne de la face à notre interlocuteur en disant oui, mais je m'en fous pas complètement. Oui. Et on parlait de l'instant, et ça suffit souvent pour l'interlocuteur. C'est-à-dire que l'interlocuteur, il avait une angoisse, il y a une question, tu es incapable de répondre à sa question, mais tu lui donnes la réponse émotionnelle dont il a besoin. Et ensuite, comme c'est quelqu'un de rationnel quand même, il ne va pas compter sur cette réponse émotionnelle. Il sait très bien que si tu lui as répondu ça, si ça se trouve, tu es absolument incapable d'avoir la réponse à la question. Donc, il ne faut pas imaginer, trop cartésien à la française, que quand on va dire ça, la semaine prochaine, la semaine suivante, on va nous poser la question. Ah, au fait, tu as regardé, là, tu as trouvé la vis ? Non, parce que ça va être en réalité, dans la culture chinoise, déjà une réponse négative. Si on trouve la taille de la vis, très bien. Mais on a déjà donné l'information qu'on n'avait pas cette information au moment, en tout cas, où la question a été posée. Ouais, cette nuance-là, je pense qu'elle est très complexe pour un Français. Elle est très complexe parce que notre éducation, plein de choses font que on va se dire, c'est pas grave de dire qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, que voilà. Oui. Il faut le dire, il faut être honnête, voilà. Il faut être honnête. C'est compliqué pour nous, de nous maîtriser souvent là-dessus. Et moi, je sais que je fais attention avec les Chinois. Quelquefois, ils me disent « super, j'ai pas dit, je sais pas. » là, Et puis une fois par mois, une fois tous les 3 mois, « Ah mince, j'ai dit que je savais pas, j'aurais dû. » Alors, peut-être pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire quels seraient les 3 conseils que tu donnerais au Renaud qui a 20 ans et qui arrive en Chine ? Pour, si tu vois, l'histoire était à refaire, quelles erreurs tu ne commettrais pas à nouveau ? Déjà, même quand ça se passe bien, d'être extrêmement vigilant. Plus on comprend des choses, plus on se met en danger. Parce qu'on les comprend imparfaitement, parce qu'on va utiliser la langue de l'autre, donc on va donner des signaux et on va faire des erreurs et qui vont être ressenties comme des erreurs, alors que quand on parle en français ou quand on parle en anglais, il y a ce truchement de la langue étrangère, etc. Donc déjà, première chose, c'est être conscient que même quand ça se passe bien, même quand, je sais pas, vous êtes amoureux ou n'importe quoi, ou quand la relation est la meilleure au monde, ne baissez pas votre garde. Faites super attention dans l'image que vous donnez. Pas trop de deuxième degré, de l'empathie. En fait, les Chinois nous aiment pour l'empathie, donc on peut aller plus sur l'empathie, mais moins effectivement les choses négatives. Évidemment, ne pas croire tout ce que les Chinois disent, justement. Ne pas prendre au mot. Ne pas les prendre au mot, ou alors si, quand on les prend au mot, c'est vraiment les prendre au mot, c'est-à-dire, immédiatement relancer, la semaine prochaine, on fait ceci, on fait cela, pour voir justement jusqu'où va le mot, si c'était vrai, si c'était pas vrai. Donc on peut les prendre au mot, mais très très vite, il ne faut pas fantasmer dessus. Il faut mettre en place. Voilà, il faut éviter que la Chine soit un fantasme. Écoute, merci beaucoup Renaud. Franchement, cet échange était hyper intéressant. Je suis ravie de t'avoir accueilli sur Cross Culturel. Ça faisait un moment que je voulais que tu viennes à ce micro. Moi, je suis tellement honoré d'être sur cette plateforme tellement bien que tu fais. Et merci beaucoup pour ta production. Merci beaucoup Renaud. À bientôt. À bientôt Emeline. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Je tiens à remercier chaleureusement Renaud pour avoir accepté de témoigner au micro de Cross Culturel. Si vous vous intéressez au monde chinois, je vous renvoie vers son livre « Le chinois tel qu'on le parle » et comme personne n'osera jamais vous l'enseigner. C'est disponible aux éditions Armand Collin. Et comme vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir l'anecdote que Renaud a choisi de nous partager. Et vous le verrez, elle est vraiment super originale. Si cet épisode vous a plu, pensez à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite sur Cross Culturel.